Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Espania 1936 publié par Devir en 2007. Dans ce vidéo, je vais introduire le jeu proprement et faire un survol des règles. Petite playlist qui tombe comme un cheveu sur la soupe parce que là, mes lundis de gaming avec Rami ont repris, étant donné que la saison des paniers bio est terminée. Rami a plus de disponibilité, fait que là, pendant l'hiver, typiquement, on joue une fois par semaine à des affaires. Puis là, euh, pour notre première rencontre, il m'a proposé Espagna 1936 que je connaissais pas pantoute. Ça semble vieux, là, mais pourquoi ça a attiré l'attention? Bon, parution 2007, comme on voit là, mais ils viennent de sortir une nouvelle édition, si on veut, où entre autres, ils ont vraiment fait un revamp du graphisme, là, puis le jeu a beaucoup plus de gueule qu'il peut en avoir actuellement, là. Ça, c'est le module Vassal que j'ai ouvert, qui n'a pas été mis à jour encore avec la nouvelle version. Là, ça ne sera pas un luxe. Là. Par contre, chez Rami, j'ai joué à cette version-là que vous voyez avec ses petits problèmes d'ergonomie. Là, on va y revenir. Là. Comme je dis, ça va être une playlist assez courte. Dans cette vidéo-là, je vais faire une introduction du jeu. Je vais vous expliquer les règles, surtout les règles qui sont dépeignantes ou différentes des jeux de guerre qu'on connaît habituellement. Puis dans un deuxième vidéo, puis ça va être tout après, là, je vais vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Fait que c'est un jeu sur la guerre civile espagnole qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. On a une autre playlist sur un jeu comme ça sur la chaîne, là, Freedom and Revolution, je pense. Il y a une petite playlist aussi là-dessus. Il y a un autre jeu qui existe plus dans le style de Paths of Glory sur le sujet là, de Spanish Revolution, Crusade and Revolution in Spain, quelque chose de même. Là. Puis ça, c'en est un autre. Puis c'est un jeu évidemment qui a été publié d'abord en espagnol. Je pense que Devir est un éditeur espagnol. Le jeu a fini par être traduit en anglais, ce qui nous permet d'y jouer. Euh, c'est un jeu à deux. Un camp contrôle ce qu'on a appelé les nationalistes. L'autre camp contrôle les républicains. Historiquement, c'est les nationalistes qui ont gagné. Et honnêtement, malgré que j'avais joué à Freedom and Revolution, c'est un conflit encore dont les subtilités m'échappent. C'est souvent le cas quand c'est pas quelque chose de planétaire et qui s'est pas passé dans notre environnement immédiat, là, puis qui date quand même de quelques années. Là. Mais dans le fond, là, les bleus sont les attaquants puis les rouges sont les défenseurs. J'ai fini par figurer ça. Là. Fait que puis c'est un jeu qui amène énormément de concepts uniques. Là. Moi et Rémi, on s'est gratté la tête une couple de fois et on a dit My God, on n'a jamais vu ça ailleurs. Là. Ça prend certaines conventions de wargaming, là, puis ça les jette un peu aux poubelles. Là. Euh, pour le meilleur ou pour le pire, mais principalement pour le meilleur, je dois dire. C'est un jeu qui va durer maximum 10 tours. On part de 1936, on se rend potentiellement jusqu'en 1939, à moins qu'il y ait une victoire automatique. Si on regarde, là, tu sais, oups, pas ici, la séquence de jeu, là. Fait au tout début du premier tour, fait chaque joueur a son propre deck. Les joueurs ont deux decks, 1936-1937, comme illustré par la barre ici, là. Quand on arrive à la fin du cinquième tour, là, toutes les cartes de 1936-37 qu'on peut avoir dans nos mains ou dans notre deck décrissent, puis c'est remplacé par notre deck de 1938-39. Mais encore là, chaque faction a son deck, c'est pas un deck partagé. Puis au début du tour, chaque faction va piger un certain nombre de cartes. C'est sûr que là, quand vous commencez la game, vous allez piger 6 cartes pour avoir là un peu une main qui a de l'allure. Mais soyez conscient que pour les 4 prochains tours, vous allez piger seulement 3 cartes au début du tour. Fait que moi et Rémi, on était assez dépensiers au début, hostie, puis let's go, on joue des cartes de combat, puis on joue plein d'affaires. Ben maintenant, on s'est rendu compte, Chris, on n'a plus une petite carte en main, là, parce qu'on en pige seulement 3. Évidemment, quand vous allez arriver au début du tour 6, vu que là, vous switchez de deck, puis toutes les cartes sont parties, vous allez repiger 6 cartes, mais après ça, vous allez encore une fois piger uniquement 3 cartes au début de chaque tour. Les cartes comme telles, si je m'en viens ici, là, fait que là, on voit le petit deck 36-37 puis 38-39 pour le nationaliste. Fait que les cartes comme telles, si je zoome, c'est un peu un classique quand même. Vous allez avoir bon, il y a du flavor, là, vous allez avoir une portion événement, puis vous avoir une portion que vous pouvez utiliser en combat. Fait que l'éternel dilemme de dire ah, puis croyez-moi, c'est un dilemme.
L'événement est bon, mais l'effet de combat, il est bon aussi. Puis ce combat-là est important en crise. Puis j'aimerais donc ça jouer une carte, mais en même temps, si je joue celle-là, je viens de cracher sur cet événement-là. Fait que ce dilemme-là, il est extrêmement présent. Puis il est présent pour toutes les cartes. Là. Vous en montrez une couple. Là. La plupart des événements vont amener des renforts en jeu. Fait que encore là, c'est un dilemme entre avoir un bénéfice immédiat dans le combat important que vous êtes en train de faire versus des renforts. Souvent, c'est un petit peu plus long terme. Évidemment, si vous jouez toutes vos cartes en carte de combat, vous allez avoir beaucoup moins de renforts, puis éventuellement, j'ai l'impression que ça va venir vous hanter. Là. Fait que le tour commence comme ça. Ce qui est en rouge en passant, puis je fais une petite parenthèse, on a joué la game le jeu de base avec Rami. Il y a tout un set de règles qui appelle l'Armada, là, où est-ce que là, le côté naval est beaucoup plus développé avec les bases navales, des bateaux, des blockades, toutes sortes de petites gogosses. On s'est dit pour une première game, on va y aller mollo, puis on va jouer juste avec le jeu de base. Tout ça pour dire que tout ce qui est en rouge dans la séquence de jeu, vous le skippez si vous ne le jouez pas, avec les règles d'Armada. Puis il y a quelques cartes aussi qui sont enlevées des decks parce que ça deal avec les bateaux puis tout le kit. On arrive à la première affaire qui est un petit peu, ben, qui est pas si dépeignante que ça. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Le nationaliste, après ça, bouge toutes ses unités en premier. Toutes. Là. Tu sais, c'est pas à toi, à moi. Là, là où c'est un petit peu dépeignant, c'est que les unités, puis encore là, à cette échelle-là, qu'on peut dire qu'est une échelle quasiment là, tu sais, stratégique, là, point to point, les unités sont libres de bouger, là, ont une quantité à limite infinie de mouvement tant qu'ils bougent dans des spaces qu'elles contrôlent. Fait que, au début, tu sais, c'est un petit peu plus tight, là, tu sais, il y a beaucoup d'endroits qui sont contestés, beaucoup d'endroits où une unité doit arrêter finalement dès qu'elle bouge dans une space où il se trouve des unités ennemies ou dans une space qui est contrôlée par l'ennemi. Et autrement, tu sais, comme une des premières affaires que j'ai faites dans ma game contre Ami, moi j'étais le nationaliste, j'ai kické out cette petite unité-là à Badajoz. Puis là, ça, soudainement, tu sais, une unité qui était à Cadiz pouvait monter à Séville, Badajoz, Salamanca, Lyon, pouvait s'en aller ici. Tu sais, fait que c'est comme si vous pouviez faire des mouvements stratégiques tout le long jusqu'à temps que vous fonciez dans une unité ennemie ou une space qui est contrôlée par l'ennemi. Fait que des fois, ça, ça peut créer des situations. Une autre affaire que j'ai faite dans ma game contre Ami, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une espèce de brèche ici, là. Puis ces unités-là étaient allées rejoindre d'autres unités au front, là. Puis là, soudainement, je menaçais à ce de percer ici, là, tu sais. Puis là, vraiment, comme je dis, étant donné que le nationaliste bouge toutes ses unités en premier, suivi du républicain, ben des fois, il est trop tard après ça pour le républicain pour répondre. Là, vous allez me dire, ouais, mais Marco, il faut que tu arrêtes quand tu arrives dans une space qui est contrôlée par l'ennemi. Ben, la première unité qui bouge là doit arrêter, mais elle va de ce fait changer le contrôle de la space pour que ça devienne une space contrôlée par le nationaliste. Puis là, vous pouvez chaîner comme ça. Les autres unités qui suivent en arrière peuvent continuer à progresser eux autres puis rentrer dans le territoire ennemi. Les spaces blanches ou des spaces entre guillemets ordinaires, les spaces jaunes, c'est ce qu'ils appellent des objectifs. Puis il y a 3 statuts pour les objectifs, peuvent être contrôlés par le républicain, contrôlés par le nationaliste ou contestés. Autre concept dépeignant, une space qui est contestée dans ce jeu-là n'est pas contrôlée par personne. Il n'y a pas de notion de je contrôlais la space au début, t'es rentré chez nous, c'est contesté, mais je contrôle encore la space jusqu'à temps que tu me kick out de là. Dès qu'il y a des unités des deux camps dans une space, la space est considérée contestée. Puis le jeu n'a pas de mémoire de dire ah, c'est les républicains qui est allé en premier ou c'est le nationaliste qui est allé en premier. Le bordel est pogné là, si la space est contestée. Puis that's it. Fait que le nationaliste bouge en premier, bouge toutes ses unités, bouge tous ses avions, bouge tous ses tanks. Les avions puis les tanks dans ce jeu-là sont des unités de support qui vont participer au combat, mais qui ne peuvent pas être dans un combat tout seuls. Là, ils doivent accompagner des unités au sol, justement, pour leur fournir des bonus, qui vont être des bonus essentiellement semblables à ce qu'on retrouve sur les cartes. Mais là, vous vous sentez moins coupable de les utiliser parce que c'est des unités, puis ils sont sur le board, puis bon, on peut aussi bien les mettre à l'ouvrage rendu là. Une fois que le nationaliste a fini de bouger, le républicain, qui, comme je disais, est un petit peu plus le défenseur dans le conflit, voyant où est allé se masser le joueur nationaliste, va peut-être aller renforcer certaines spaces. Bref, le républicain fait la même chose, mais en deuxième.
Puis là, si on revient à la séquence de jeu, là, après ça, c'est l'assignement des généraux. Puis là, ça, c'est vraiment quelque chose de fucking unique. Chacun a un certain nombre de généraux au début de la game. Le nationaliste en a un qui commence sur la map, qui est Varela. Varela qui commence sur la map. Il y en a un deuxième ici, il y a Mola qui est ici à Guadalajara. Et puis au début de la game, c'est spécial. Il y a quelques petites exceptions de même. Puis en tout cas, on y reviendra, mais le rulebook n'est pas la force de ce jeu-là, on va le dire comme ça. Au début de la game, lors du setup, il y a certains généraux qui commencent sur le board. Il y a des généraux qui commencent au Maroc. Le Maroc est une petite space spéciale qu'en gros, à la fin du tour, il y a un certain nombre d'unités et de généraux du Maroc qui vont arriver à Séville et à Cadiz pour le nationaliste. C'est un peu juste une façon de déléguer l'arrivée de certaines troupes qui vont venir aider, là. Mais habituellement, les généraux vont être sur votre player mat. Si je vais sur le player mat, là même, normalement, il y a une petite place pour les généraux puis il y a une place pour les avions. Normalement, à la fin, les généraux puis les avions reviennent sur votre player board. Puis après ça, vous pouvez presque essentiellement les téléporter où vous voulez sur le board. Petite exception au début de la game, parce que certains généraux sont vraiment, tu sais, on présume que là, bang, la guerre vient de commencer, puis là, les généraux, le temps qu'ils mettent le culotte, là, ils peuvent moins se promener un peu, là. Mais normalement, vous pouvez les téléporter pas mal n'importe où. Puis ce qui est vraiment, vraiment fucké, c'est qu'on va se battre uniquement où il y a des généraux. Alors, par exemple, à l'extrême, cette space-là ici qui est contestée, parce qu'il y a des unités nationalistes et républicaines, il pourrait y avoir aucun combat dans ce space-là pour toute la game. Si aucun camp décide d'assigner un général là puis de faire une attaque, il n'y aura jamais de combat là. Ces soldats-là vont se regarder dans le blanc des yeux pendant 3 ans, dans la vraie vie, puis ils vont jamais se tirer dessus. Dans les faits, comme je dis, c'est à l'échelle quasiment stratégique. Fait que, on est assez en hauteur. Il ne faut pas imaginer encore là les deux armées cordées, une en face de l'autre, sont présentes dans la région ou dans la ville, puis il n'y a tout simplement jamais eu de conflit. Fait que ça veut dire qu'au début, si vous êtes nationaliste, ben vous pouvez faire 2 attaques maximum, parce que vous avez 2 généraux sur le board, eux autres sont en train encore là de mettre le culotte au Maroc, puis de se booker un billet de bateau pour s'en venir en Espagne. Quand eux autres vont finir par arriver sur la map, même là, vous avez 4 généraux maximum. Il y en a un cinquième qui est disponible via les événements. Les deux camps peuvent se rendre jusqu'à 5 généraux, mais ils ne sont pas tous sur le jeu en partant. Puis vous allez voir qu'à un moment donné, comme nationaliste, vous allez vouloir attaquer à 5, 6, 7, 8 places. Parce que vous êtes l'attaquant, vous avez plus de troupes, vous avez plus la pression d'avancer. Fait qu'à un moment donné, vous allez vouloir créer des trous un peu partout, mais il faut choisir. Puis la phase d'assignation des généraux, ça se fait après que le mouvement est fini. Puis encore là, en commençant par le nationaliste assigne un de ses généraux, après ça, les républicains, après ça, le nationaliste, après ça, les républicains. Fait que, encore là, le républicain peut réagir et dire: oh, il veut m'attaquer là, l'hostie, mais moi, je vais aller mettre un général là en défense. Ou même, le républicain pourrait mettre un général en offensive à quelque part. Parce que oui, le nationaliste est l'attaquant, mais comme dans tous les bons wargames, le républicain peut faire certaines attaques ciblées des fois. Surtout qu'on va le voir, mais ce jeu-là avantage crissement l'attaquant. Fait que ça, c'est une première affaire qui est vraiment dépeignante. C'est ce qui fait que le jeu est relativement court. C'est-à-dire qu'à tout moment, même si vous avez 10, 12 spaces qui sont contestés, il va peut-être y avoir des combats dans 4, 5, 6 de ces spaces-là. Puis il y a des spaces comme peut-être celle-là où il n'y aura jamais de combat jusqu'à la fin de la game. En passant au niveau du déplacement, par exemple, il y a des limitations intéressantes, c'est-à-dire que si vous commencez dans un endroit qui est contesté, vous pouvez juste bouger dans un endroit qui est contrôlé par votre camp, et même là, vous pouvez juste bouger d'une case. Cette unité-là ne pourrait pas, par exemple, s'en venir ici, puis après ça, continuer de se déplacer. Là, si vous sortez d'un endroit qui est contesté, vous devez vous en aller dans un endroit, en fait, un endroit friendly ou un endroit où se trouvent certaines de vos unités. Fait que c'est faisable, par exemple, pour le nationaliste de prendre une unité de Madrid puis de l'amener à Toledo, s'il veut. Fait que c'est légal de faire ça parce qu'il y a de ces unités ici. Il aurait pu aussi la reculer à Salamanca, mais même si Salamanca est contrôlé par le nationaliste, l'unité n'aurait pas pu continuer de bouger par après. Vous ne pouvez pas non plus intentionnellement vider une space qui est contestée. Fait que je pourrais pas retirer, je pourrais pas me dire: hey, Chris, à Toledo, je vais manger une volée, si tant qu'à perdre mon unité, je vais la prendre puis je vais l'amener à Madrid. Je peux pas faire ça parce que c'est ma dernière unité que j'ai à Toledo.
Mais si j'avais une grosse unité à Madrid, je pourrais faire d'abord un swap, prendre l'unité à Madrid, la bouger à Toledo, prendre la petite unité de 1 de Toledo, puis l'envoyer à Madrid. Ça, je pourrais faire ça. Fait qu'au niveau des déplacements, c'est très fluide et intriguant, je vous dirais. Après ça, ben, c'est la déclaration des attaques. Fait qu'encore là, c'est nationaliste en premier. Va choisir une space où se trouve nécessairement un de ses généraux, puis va dire on se bat là. Puis après ça, le républicain va faire pareil. Le républicain, mané peut passer parce que typiquement, il arrive un moment dans le jeu où le républicain va utiliser plus ses généraux en défense qu'en offensive. Tu sais, c'est rare, même s'il y a 5 généraux, que le républicain va faire 5 attaques parce qu'il est plus dans une position défensive. À partir du moment, mais sinon, on alterne nationaliste, républicain, on cale nos attaques. Puis là, je vais revenir au combat, qui est évidemment toujours la pièce de résistance qu'on a dans un wargame. On va juste finir la séquence de jeu. Après ça, comme je disais, tous les avions, tous les généraux reviennent sur les plateaux des joueurs. On met à jour à ce moment-là cette track-là pour dire, bon, ben là, nous autres, on le faisait à mesure, moi puis Rémi, puis on n'a pas vu d'impact de le faire à mesure, là. Mais tu sais, par exemple, si les républicains ont kické out le nationaliste de Toledo, ben là, dans le fond, on a une ville contestée de moins. Toledo n'est plus contesté. Toledo est au contraire contrôlé maintenant par le républicain. Fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir un mouvement, c'est soit qu'un camp va perdre une ville, puis les villes contestées vont augmenter de 1, ou qu'un camp va gagner une ville, puis que les villes contestées vont descendre de 1. Et ça, je rappelle, ce n'est que les spaces jaunes. Si une space blanche change de main, on ne met pas à jour cette patente-là. Parlons-en des conditions de victoire. Il y en a en hostie, mais à la fin du tour, si un camp contrôle 8 villes jaunes, il gagne automatique. À la fin du tour aussi, le jeu vous punit là, si vous êtes un peu là, squeezé, pogné dans un coin. Là. Mais si un camp n'a pas au moins 8 spaces reliés ensemble avec certaines de ses unités, il perd la game aussi. Là. Fait que c'est à checker quand même. C'est pas un problème au début. Mettons, tu checkes les républicains, mettons, on part avec elle. 1, 2, 3, 4, 5. Les contestés comptent pareil. 6, 7, 8. Puis même 9. Fait que c'est pas un problème. Puis des renforts vont arriver bientôt. Là, mais c'est pour punir quelqu'un, là, mettons, dont l'armée serait splittée en deux. Là, une gang pognée dans le coin en haut, puis une gang pognée dans le coin en bas. Fait que ça peut arriver, puis ça, c'est checké à la fin du tour. Sinon, en termes de victoire automatique, si le nationalisme, c'est pas si tough que ça a passé proche d'arriver en esti dans ma game contre Ami. Si le nationalisme prend contrôle de Madrid, Chris, c'est tête Madrid, là, 3 unités de 1 contre une unité de 1 puis une unité de 2. Là. C'est sûr que le républicain peut renforcer, là, mais tel quel, c'est pas si pire que ça. Là. Bref, si le nationaliste prend contrôle de Madrid avant la fin du tour 3, c'est victoire automatique. Si un camp contrôle Madrid, Séville et Barcelone, donc là vraiment le centre, le nord et le sud, c'est victoire automatique, ça c'est n'importe quand. Le républicain, lui, essentiellement, il essaye de tenir si on arrive à la fin du tour 10, puis que le républicain a encore des unités dans 4 objectifs ou plus, puis qu'il respecte encore le fameux prérequis d'avoir au moins 8 spaces blanches ou jaunes là, collés ensemble avec certaines de ses unités, il gagne la game. La pression est sur le nationaliste de kicker out le républicain de tous les objective cities. Après, c'est la phase d'événement. C'est intriguant, ça aussi. Une fois que tous les combats ont été faits, là, on recheck nos cartes en main. Puis encore là, en commençant par le nationaliste peut jouer un événement. Puis il dit là, je joue cette carte-là, je la joue pour l'événement. Là, c'est au républicain, il peut faire pareil. Puis on alterne comme ça jusqu'à temps qu'un joueur décide de passer ou qu'un joueur ait joué jusqu'à 3 cartes d'événement. Vous allez pouvoir jouer entre 0 et 3 cartes d'événement pour sûr dans cette phase-là. Si votre adversaire passe, bien, vous autres, vous finissez de jouer toutes les cartes d'événements que vous voulez jouer. Puis encore là, ceux que vous jouez pour les événements, vous ne les jouez pas euh, en combat. Puis les cartes ne reviennent pas dans ce jeu-là. Il n'y a pas de reshuffle. Vous avez même trop de cartes de 36-37. Il y a 5 cartes, je pense qu'on a calculé avec Rami, quand vous ne jouez pas avec l'Armada. Il y a 5 cartes de 36-37 que vous ne verrez pas dans chaque game. Peut-être que le général additionnel des nationalistes, il est dans le bas du deck, puis vous ne le verrez pas dans ce game-là, ce qui est un peu, encore là, intriguant. Puis les replacements, comment ça marche? À la fin de chaque tour, où il y a un R ici, là, donc aux 2 tours à peu près, là,
Les camps vont recevoir des replacements. Vous recevez un nombre de replacements égal au nombre de villes que vous contrôlez plus le nombre de villes contestées. Fait que si la situation reste comme ça, les deux camps reçoivent 8 points de replacement. Mais tu sais, comme je disais, si le nationaliste prend contrôle d'une space, puis il y a une space de moins qui est contestée, bien soudainement, le nationaliste reçoit 5 plus 3, lui reçoit 8. Encore point de replacement, tandis que le républicain reçoit 4 plus 3, là, il en reçoit 7. Puis avec les points de replacement, vous faites apparaître des nouvelles unités ou vous upgradez certaines unités. Puis il y a un ramp-up. Là, en 1936, vous allez. C'est boboche un petit peu, là, les replacements, ça va être des unités de 1, puis bon. Puis un moment donné, en 1937, là, ce que vous pouvez faire avec des points de replacement, soudainement, c'est de plus en plus glorieux. Et là, vous allez amener soudain des unités de 2 directement sur le board. Vous allez pouvoir upgrader des meilleures unités. Fait que plus la game avance, vous avez le même nombre ou à peu près de points de replacement, mais ce que vous pouvez faire avec ces points de replacement-là, il y a vraiment un ramp-up. Puis après ça, on riait à chaque fois qu'on voyait ça, moi et Rami, mais tu sais, chaque joueur défausse jusqu'à temps qu'il y ait 8 cartes en main. Tabarnak, on finissait les tours, nous autres, avec une ou deux cartes, si on était même pas proche de ça, là, tu sais. Là, les combats, calvaire, c'est quelque chose en esti, là, je peux-tu... Ah, en passant, l'affaire que je vais dire tout de suite, là, puis que je vais montrer tout de suite, là. Fait que le jeu a été publié en 2007, mais comme je disais, là, il y a des nouvelles versions qui sont sorties. Puis là, n'ajustez pas votre appareil, c'est le même jeu. Ça, je pense, ça vient de sortir en 2024 ou whatever. Là. Énormément, comme je disais, d'améliorations graphiques et ergonomiques. Là, on voit que les control markers, maintenant, c'est des fucking rectangles qui viennent couvrir la space au complet. Ça, c'est bon, Chris. Euh, en tout cas, on n'est pas rentré dans ce niveau de détail-là, mais les unités, en fait, c'est pas compliqué. Là. Vous voyez ici, les avions ont une forme circulaire, puis si je vais chercher là, une plus grosse unité, vous m'en venez ici, si je vais chercher une plus grosse unité, par exemple, nationaliste, là, ça ressemble en calice là, au niveau de la forme, là, puis là, vous aurez deviné, chaque camp peut avoir 4 jusqu'à 4 unités terrestres dans la même space, plus des avions, des généraux, puis des tanks. Fait qu'à un moment donné, ça vient crowder en esti. Fait que là, t'empiles des affaires, puis tu te dis, c'est quoi ça? C'est-tu un avion ou c'est une grosse unité? Fait qu'ils ont fixé ça maintenant. Les généraux ont leur propre forme unique, les unités ont leur forme unique, les avions, les tanks ont leur forme unique aussi. Belle petite turn track, beaucoup plus fancy. Aussi, des gros crises de blocs pour représenter des trucs d'objectifs. Les cartes sont plus belles. Fait que bref, je pense qu'ils vont releaser ça en anglais aussi, là, parce que moi, j'ai lu un rulebook là, avec les screenshots de cette nouvelle version-là. Là. Fait que vraiment, c'est quelque chose qui va exister ou qui est peut-être même déjà disponible. Mais bon, fait, fait que parlons-en des combats. Fait que supposons que on va faire un combat pour de la peine, là, on va faire un combat qui a de l'allure avec. On va se mettre des plus grosses unités là, pour avoir du plaisir. Celle-là, donc on va mettre ça, puis lui tout va se mettre un général ici. Là. Fait que scénario totalement hypothétique, là, mais admettons que puis lui tout va se mettre un général. Fait qu'admettons que ça, c'est la situation à Séville, puis que le nationaliste qui est un général décide de déclarer une attaque ici. Ben là, on va prendre le petit battle board qui est là, puis on va venir mettre tout notre monde. Je sais pas s'il y a un côté ou un autre, là. Fait que les unités de combat d'un côté, tac, 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 ça en vient ici. Après ça, les avions, le général du républicain, puis les unités de même. Alors, pourquoi l'attaquant est avantagé? C'est que, fait que là, ça c'est la situation de départ. Là, l'attaquant doit déclarer euh, un match, un pairing entre deux unités. Fait que malgré tout le tas de monde qu'il y a là, les combats vont avoir lieu entre une unité puis une autre unité. Fait que typiquement, l'attaquant va faire des match-ups qui l'avantagent. Fait qu'il va prendre, je prends par exemple ma grosse unité ici, puis je vais venir prendre cette unité-là ici, parce que, en tout cas, la force de l'unité, c'est le nombre de dés qu'elle va rouler, donc c'est le nombre de hits potentiels qu'elle va faire. Puis les hits débordent pas dans ce jeu-là. Fait que, tu sais, si je prends une petite unité boboche de 1, puis que je fais 3 hits, ben la façon de le voir, j'ai 2 hits qui ont été gaspillés parce que j'avais juste besoin d'un hit pour tuer cette unité-là. Fait que la qualité des troupes est importante, la valeur des troupes est importante aussi.
Quand vous attaquez, le général que vous avez dans la space, nécessairement, parce que vous avez déclaré une attaque, est obligé de supporter le premier combat. Ça aussi, c'est une stratégie. Puis après ça, vous pouvez avoir des avions, vous pouvez avoir des tanks. L'attaquant en premier choisit si des avions ou des tanks vont venir appuyer, supporter ce combat-là. Le défenseur, ayant vu ça, prend la même décision. Après ça, ça revient à l'attaquant qui peut jouer des cartes de combat pour venir aider ce combat-là. Ayant vu ça, là, tout ce que l'attaquant a fait, c'est qu'il dit, mettons, ouais, je joue une carte, mais il est face cachée. Le défenseur, après ça, peut décider lui aussi de jouer une carte. Puis là, après ça, Tadam, on révèle les cartes. On compute combien de dés doivent être roulés. On roule les dés, on assigne les hits. Puis that's it. Fait que dans un scénario comme ça, supposons qu'on va y aller simple là, au début. Là, personne commet rien d'autre. Fait qu'il y a le général qui vient supporter ça. Puis il y a cette petite unité-là qui est toute seule. Parce que le combat peut être long. Là. Le combat peut durer 2 autres rounds. Le combat peut durer autant de rounds qu'il y a d'unités de combat du côté de l'attaquant. C'est l'attaquant qui décide quand est-ce qu'il arrête, quand est-ce qu'il est tanné de faire des pairings, et chaque unité de l'attaquant peut attaquer une et une seule fois. Fait que dans un cas comme ça, c'est le nombre de dés que je vais rouler. Puis ce plus 1 là, ce qui veut dire sur mon général, puis vous allez retrouver ces plus 1 là ou plus 2 sur des tanks aussi, c'est que je vais pouvoir ajouter un à n'importe lequel de mes dés. Puis ça prend des 5 ou 6 pour toucher. Fait que c'est assez simple comme système de combat, mais c'est excitant en crise. Puis c'est pas tout à fait un bucket of dice, mais en même temps, vous roulez des dés en crise. Mais tu sais, même à l'intérieur d'un combat, chaque pairing est un petit recommencement. Fait que je peux brosser de la merde ici, mais peut-être qu'après, ma super unité qui est là va bien rouler, puis qu'au final, le combat, il va y avoir des pairings qui ont bien été, puis des pairings qui ont moins bien été. Mais on y revient. Fait, fait qu'on va dire, tant que le républicain décide de coaliser un avion ici, ça va nous permettre de couvrir une autre règle. Fait que là, le nationaliste a 3 dés, il peut ajouter 1 à n'importe lequel de ses dés. Le républicain, lui, va rouler 2 dés, puis là, on le voit pas super bien. Est-ce qu'il faudrait que je zoome, là? Ça, c'est une autre affaire ergonomiquement, là, qu'il y a un petit -1 en rouge ici. Ça veut dire essentiellement que cette unité-là est tellement poche qu'elle roule 2 dés, mais vous allez soustraire 1 à votre plus haut dé. Fait que malheureusement, si vous roulez un 5 puis un 4, votre 5 devient un 4 puis vous ne touchez pas pantoute. L'avion, ce que l'avion va faire, c'est que l'avion va venir fournir un dé de plus. En fait, la valeur qui est ici, l'avion va venir fournir ce nombre de dés de plus là en support. Fait que là, on aurait 3 dés pour le nationaliste, plus 1 au dé qu'il veut. 3 dés au total pour le républicain, moins 1 par contre à son dé le plus haut. Là, vous allez dire, hey Marco, l'avion a un moins 1. Ce moins 1-là, c'est que si les deux camps assignent des avions, avant que les avions puissent faire du support terrestre, il y a un dogfight, il y a un combat entre les avions. Puis c'est là où le chiffre, le modificateur en haut du counter des avions euh, est important. C'est pas en lien du tout avec le support terrestre. Si un camp est le seul à avoir assigné des avions, ces avions peuvent supporter le combat puis fournissent des dés de plus. Puis à ce moment-là, on ignore le symbole qui est là. Fait que là, le nationaliste brasserait 3D. Je pogne 2, 2 et 5. Fait que voici un exemple où mon plus 1 calisse rien. Mon 5 touche déjà, puis même si je fais un plus 1 à un de mes deux, ça devient un 3, puis ça calisse rien. Le républicain lance 3D, mais moins 1 au total. Fait que voici. 4, 6 et 6. That's fucking interesting. That's fucking interesting. Le système de combat est quand même excitant en crise. Là. Fait que là, malgré la petite brasse, vous allez me dire, là, malgré cette pénalité-là, là, fait que ce moins 1-là, ce qui veut dire il doit être appliqué au dé le plus haut. Fait que le dé le plus haut est un 6. Fait que le résultat final devient 6, 5 et 4. Fait que le fucking républicain inflige 2 hits. Le nationaliste inflige seulement un hit. Fait que là, je peux faire decrease step ici. Elle s'en revient ici. Puis elle, je suis obligé de faire. Ah, c'est une module boboche. Ben non, j'avoue que j'aurais peut-être pas fait mieux, là. Mais en tout cas, dans le vrai jeu physique, il y a deux. Évidemment, les counters ont deux côtés, là. Fait que c'est un d'un bord, deux de l'autre. Après ça, trois d'un bord, cinq de l'autre. Fait que là, ici, j'ai bouffé deux hits, donc je dois en fait remplacer le counter par un petit counter de 1. Puis là, ce qui est important, c'est que là, cette unité-là qui a attaqué s'en vient dans mes unités pour que je me rappelle que eux autres, cette unité-là, je l'ai utilisée. Elle ne peut plus se battre dans ce combat-là. Ça va aller au prochain tour. Mais je suis l'attaquant, je peux continuer de faire des pairings. Fait que là, je pourrais prendre cette unité-là ici, puis là, mon général aussi est utilisé. Mon général a été utilisé.
Calisse, c'est une module vassal, niaise pas sur le clipping. Puis dans le cas on peut le flipper, là, ça, là. Non, maintenance, non, c'est pas ça. Je peux pas le flipper, là, montrer qu'il a été fait. En tout cas, bref, on peut le coller ici. Là, nous autres, dans la vraie vie, on le tournait, ce marqueur-là, pour dire que ça avait été fait. Fait que là, l'attaquant peut dire, ben maintenant, je vais faire ça, puis je vais me matcher contre ça ici. Puis là, à mon tour de mettre un avion, puis admettons que le défenseur dit, ah ouais, ben moi, je mets mon général. Général qui a plus 2. Plus 2 à un seul dé. Fait qu'ici, ça va être 3 dés au total pour le nationaliste avec plus 1 parce que c'est une très bonne unité qui a plus 1 dessus par défaut, contre 1 dé plus 2. Normalement, ce serait plus 2 à n'importe quel dé, mais là, le républicain roule seulement 1 dé. Fait qu'allons-y, 3 dés pour le nationaliste. 1, 5 et 6. Autre cas où le plus 1 calisse rien parce que j'ai déjà 2 touches. Mais c'est amplement suffisant pour tuer cette unité-là. Puis là, vous voyez, cette unité-là, elle roule juste 1 dé, mais elle n'a pas de moins 1. Dans le cas du républicain. Fait que là, lui, il a 1 dé plus 2. Fait qu'il pogne 4. Là, lui, son plus 2 est très utile. Ça transforme ça en 6. Fait que cette unité-là va perdre un step. Cette unité-là va être éliminée. Cette unité-là a été utilisée. Puis là, si je veux, fait que là, l'avion a été utilisé, le général a été utilisé, il n'y a plus d'unité de support. Mais là, je pourrais m'en venir avec cette unité-là. Je pourrais la matcher avec cette unité-là. Puis là, mettons, arrive la séquence de combat. Là, je pourrais dire, ben, je joue une carte. Fait que je peux dire, tiens, je vais aller me chercher 2 dés de plus dans ce combat-là. Ou je vais aller m'ajouter 2 à 1 dé. Ou je vais t'enlever 2 à 1 dé. Ou je vais t'enlever 2 dés. Au moment où je joue la carte face down, je dis si je veux utiliser le bonus ou la pénalité. Le défenseur choisit s'il joue une carte, ta dame, on les révèle, puis après ça, on fait les effets. Fait que mettons que je voulais crissement. Euh... Ouais, si je voulais crissement le tuer, je sais pas trop ce que je ferais, là. Mais peut-être que je jouerais ça puis que je dirais tiens, plus 2 à 1 de mes dés. Puis là, j'arrive. Où est mon battle board? Fait que là, moi, je roule 1 dé, plus 2. Et je pogne 3. Plus 2, ça fait 5, c'est correct. Lui, il roule 1 dé, moins 1. Fait que sans support, là, les unités qui ont des moins 1, là, ça y prend un 6 naturel pour me faire perdre un step. Ah, il pogne 5, le Chris. Fait que 5 moins 1, ça donne 4. Fait que cette unité-là est pétée. Cette unité-là survit. Puis là, une fois qu'on a fini, ben, on ramène tout ce beau monde-là. On était à CV dans notre exemple hypothétique, là. Mais on ramène tout ce beau monde-là ici. Tout ce qui a survécu revient. Le Normalement aussi, là, le général devrait être flippé pour dire que là, il est inactif puis il a utilisé son attaque. Puis voici un cas où Séville n'est pas tombé. Séville n'est pas tombé. Il y a un petit républicain ici qui garde encore. Séville n'est pas fort, là, mais Séville n'est pas tombé. Séville survit, puis who knows qu'est-ce qui va arriver à la prochaine ronde. À noter que c'est vrai qu'il y en avait un en plus, là. Ces avions reviennent aussi temporairement à Séville, mais là, ça serait suicidaire dans ce cas-là. Mais voici un exemple où le républicain, à son tour, pourrait utiliser son général pour déclencher une autre attaque à Séville, mais cette fois, ce serait le républicain qui ferait les match-ups puis qui serait considéré comme étant l'attaquant. C'est possible de voir ça. Étant donné que l'attaquant arrête quand il veut, puis étant donné qu'il choisit les match-ups, des fois, ça peut être intéressant de trigger un combat juste pour mettre vos unités fortes contre les unités faibles ennemies pour décalisser une coupe d'unités, puis après ça, vous arrêtez quand ça se met à mal tourner pour vous autres. Anyway, ça fait un bout que je parle. Fait que c'est pas mal ça le concept. De toute façon, quand je vais, comme d'habitude, là, quand je vais faire mon vidéo de critique, inévitablement, on va revenir sur certains de ces concepts-là, là, mais je voulais vous donner une idée quand même de comment ça se déroulait comme jeu. Puis, manquez pas le prochain vidéo où cette fois, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Manquez pas la suite. À plus.